On entend beaucoup parler des discriminations en raison du handicap dans l'emploi. Qu'en est-il? Notre invité aujourd'hui va nous répondre sur ce point. Nous poursuivons les causeries des handicaps. Nous sommes heureux de vous retrouver pour l'émission d'aujourd'hui et nous aborderons les discriminations en raison du handicap dans l'emploi. Nous recevons Monsieur Didier Lefebvre, représentant du Défenseur des droits à La Réunion et à Mayotte. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous allons donc tout d'abord tenter de répondre à la définition d'une discrimination. Alors c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, qu'on va dire un peu fourre-tout, ou un peu un mot tiroir. On ne sait pas forcément ce qu'il veut dire, parce que c'est une discrimination, c'est vraiment une définition juridique. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de discrimination ou de harcèlement, notamment dans l'emploi, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas réellement victimes. Hein. Donc ça peut être une différence de traitement, une inégalité, un refus d'accès à un droit. Mais cette situation n'est pas forcément discriminatoire. Donc c'est important de pouvoir bien définir la notion de discrimination. Un, pour éviter qu'elle survienne, et puis deux, lorsque les personnes en sont victimes ou témoins, qu'elles puissent se protéger, alerter et faire cesser ce comportement. Alors je dirais que pour définir une discrimination, il faut trois éléments. Hein. Il faut tout d'abord qu'il y ait donc une différence de traitement entre des personnes en situation comparable. Hein. Donc des personnes se voient refuser l'accès à un droit, par exemple un refus d'un recrutement, le refus d'une promotion, un refus d'ailleurs d'un aménagement raisonnable pour une personne handicapée. Il faut que ce refus, ce traitement soit fondé sur un critère de discrimination. Hein. Comme on le sait, on va le voir, il y en a 25 critères, dont l'état de santé et le handicap. D'ailleurs, c'est important de dire qu'à La Réunion, et même au niveau national, le handicap et l'état de santé, ça reste le premier motif de saisine du Défenseur des droits concernant les discriminations. Hein. Donc on l'a dit, trois éléments. Un traitement défavorable d'une personne en lien avec un motif prohibé, ça peut être le sexe, l'origine, l'état de santé, le handicap notamment, 25 critères. Et puis il faut que ça rentre aussi dans un domaine bien précisé par la loi. Hein. Et ces domaines de la discrimination intervient dans deux domaines, dans l'emploi et l'accès à un bien ou à un service. Donc quand on dit l'emploi, c'est à tous les moments de la vie professionnelle, depuis l'accès à un stage, à une formation, le recrutement, toute l'évolution de carrière jusqu'au licenciement. Et puis ça peut être aussi dans l'accès à un bien ou un service public ou privé, par exemple à l'école, quand on accède aux soins, quand on accède à certains droits, hein, on peut être aussi victime de discrimination. Alors, y a-t-il d'autres formes de discrimination que celles que vous venez d'évoquer? Alors, effectivement, on parle d'une différence de traitement lorsqu'on refuse un droit à une personne en raison d'un motif prohibé dans un domaine. Ça, on l'a dit. Mais comme vous l'avez souligné, la discrimination peut prendre d'autres formes, et notamment sous la forme de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou de représailles. Alors le harcèlement sexuel, tout d'abord, c'est le fait de subir des propos répétés à connotation sexuelle non désirée qui portent atteinte à la dignité de la personne. Et puis ça peut être aussi user de pression, de chantage vis-à-vis d'une personne pour obtenir des faveurs sexuelles. Voilà, ça c'est la définition du harcèlement sexuel. Le harcèlement moral discriminatoire est aussi une forme de discrimination. C'est quoi le harcèlement moral discriminatoire? C'est subir des agissements graves, hein, qui peuvent être répétés, qui ont pour effet ou pour objet de porter atteinte à la dignité de la personne. Et il faut que ces comportements soient en lien avec un motif. Hein. Par exemple, se faire insulter ou subir des moqueries en raison de son handicap, de son apparence physique, de son origine, de sa religion, de ses croyances, et une discrimination parce qu'elle constitue un harcèlement moral discriminatoire et donc une forme de discrimination également. Par exemple, si on revient sur la question du handicap, lorsque la personne handicapée a des préconisations d'aménagement de poste et que ces aménagements de poste ne sont pas mis en place, on peut considérer qu'au bout d'un moment, la personne subit une forme de harcèlement moral en lien avec
son handicap. Donc le harcèlement sexuel, le harcèlement discriminatoire, et puis c'est vrai que c'est des situations qu'on peut rencontrer assez fréquemment, c'est la question des représailles. Oui. Alors, qui constitue aussi une forme de discrimination. La personne a alerté sur un harcèlement, une discrimination la concernant ou a été témoin. Elle a saisi le défenseur des droits, elle a alerté ses supérieurs hiérarchiques, une enquête a été menée, on va clore l'enquête, et qu'est-ce qui peut se passer par la suite? C'est que la personne va subir une forme de rétorsion, c'est-à-dire dépression, ça peut être même aller jusqu'au licenciement pour propos mensongers. Ces comportements sont prohibés, hein. On ne peut pas sanctionner une personne qui dénonce un harcèlement moral, une discrimination de bonne foi. Et ça, c'est ce que la jurisprudence constante et le défenseur des droits rappellent fréquemment. Alors, si je suis bien vos propos, la question qui se pose maintenant, mais comment peut-on prouver l'existence de cette discrimination? Alors effectivement, c'est une bonne question parce que la discrimination ne se prouve pas au niveau civil notamment. Donc c'est important de savoir que si on va au prud'homme ou devant le tribunal administratif, la discrimination ne se prouve pas, elle se montre. C'est-à-dire que ce que l'on va chercher, ce sont des éléments précis et concordants qui laissent supposer l'existence de la discrimination. Hein, c'est ça l'aménagement de la charge de la preuve. C'est pourquoi? Parce que c'est compliqué à démontrer l'existence d'une discrimination. Donc la loi, on va dire, va aider la victime. Il ne suffit pas qu'elle dise je suis victime de discrimination pour être reconnue victime. Mais ce qu'on va lui demander, c'est d'apporter des éléments précis et concordants qui vont laisser supposer cette discrimination. Et c'est aux mises en cause qui sera interrogé, notamment par le défenseur des droits dans le cadre d'une enquête, par exemple, de démontrer que les sanctions, par exemple, qu'il a prises ou les comportements sont complètement objectifs et étrangers à toute forme de discrimination. Hein, voilà. Donc, pour donner un exemple, une personne a un parcours tout à fait normal dans une entreprise. Hein, c'est un exemple pour lequel nous sommes intervenus récemment à La Réunion pour faire des observations devant les prud'hommes. La personne avait un parcours tout à fait correct, même plutôt ascendant. Et à un moment donné, cette personne transmet sa RQTH, donc sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, à l'employeur. 3 semaines après, elle est convoquée pour un entretien de licenciement. Alors là, on peut se dire qu'il y a une concomitance entre la transmission de la RQTH et le licenciement. Donc là, il y a des éléments qui laissent supposer l'existence de la discrimination. Donc on va se tourner dans cette situation vers l'employeur pour lui demander des explications. Hein. Donc nous, comme nous intervenons dans le cadre d'une enquête, nous ne sommes pas à charge. Donc on va demander une explication. Et là, il est tout à fait possible que la personne ait commis une erreur. Hein, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc, ces éléments sont suffisants pour démontrer l'existence de la discrimination. Ça, c'est au civil, c'est-à-dire devant le tribunal administratif ou au prud'homme. L'aménagement de la charge de la preuve ne fonctionne pas au pénal. D'où parfois la difficulté qu'on peut avoir à démontrer l'existence de la discrimination lorsqu'on va devant les juridictions pénales, parce que là, il faut vraiment prouver la discrimination avec l'intentionnalité des éléments matériels et la question de la suspicion de discrimination, des éléments qui laissent supposer, ne fonctionnent pas. Très bien. Alors, vous avez précédemment évoqué la question d'aménagement raisonnable. Alors, qu'en est-il de cette notion d'aménagement raisonnable? Quelle définition pourriez-vous nous proposer? Et puis, finalement, quels en sont les contours de cet aménagement raisonnable que vous évoquiez là, il y a quelques instants? Oui, la notion d'aménagement raisonnable, c'est vraiment un principe qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'il est complètement corollaire au principe de non-discrimination. C'est-à-dire que c'est une obligation qui va peser sur l'employeur public comme privé de garantir le principe de l'égalité par rapport aux travailleurs handicapés. Hein, ce n'est pas de discriminer les autres. C'est parfois ce qu'on entend. Ah oui, mais moi je traite les personnes de la même manière. Non, c'est-à-dire que la mise en place de ces aménagements pour la personne porteuse de handicap, hein, c'est vraiment une obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Alors, ça veut dire qu'il doit prendre en place des mesures appropriées
c'est quoi une mesure appropriée? C'est vraiment des mesures qui doivent prendre en fonction des besoins concret de la personne par rapport à son poste, par rapport à ses besoins. Ce n'est pas un grand type d'aménagement par rapport à un grand type de handicap. C'est vraiment, on va regarder la situation de la personne concrètement et on va prendre des mesures qui la concernent pour lui permettre d'accéder à un emploi, de pouvoir le garder, progresser dans son emploi, accéder à des formations. Et ça, c'est vraiment une notion très importante à connaître parce que souvent, l'employeur donc doit mettre en place ses aménagements et puis ça traîne un peu, on dit bon bah, c'est pas très grave, ça peut attendre. Non, c'est vraiment une obligation qui pèse sur lui, c'est vraiment une obligation de sécurité. Et s'il ne met pas en place cet aménagement, on peut considérer que c'est une discrimination. Voilà. Donc là, vous évoquez oui. Les mesures appropriées. Est-ce que la charge appropriée dont on parle parfois, vous pourriez développer un petit peu ce point? Alors, déjà, oui, pour revenir sur les mesures appropriées, on disait c'est vraiment à prendre au cas par cas. Oui. Ça va être des aménagements de locaux, ça va être une adaptation du poste, ça va être aussi de la sensibilisation des équipes, ça va être la mise en place aussi d'outils numériques adaptés, oui. La mise en place d'un tuteur. Donc ça, c'est vraiment à l'employeur. Et puis, il y a des aides aussi qui existent, tant pour les employeurs publics que privés, pour aider justement à la mise en place de ces aménagements. Alors, c'est important de dire que ces aménagements, ils doivent rester raisonnables. Parce que c'est un peu la limite de l'obligation qui pèse sur l'employeur. Il est donc dans sa responsabilité de mettre en place des aménagements à partir du moment où ils sont raisonnables. Et s'ils représentent pour lui une charge disproportionnée, c'est-à-dire en gros, oui. Si vraiment, on va dire, c'est très compliqué à mettre en place au regard de ses finances, par exemple, de la réalité du poste. Il ne s'agit pas non plus de dénaturer complètement le poste, mais voilà, ça va être un peu la limite de son obligation. Mais c'est à lui de démontrer l'impossibilité ou le caractère disproportionné de cette obligation et pour expliquer que malheureusement, il ne peut pas mettre en place cet aménagement. Et donc, dans ces cas-là, envisager d'autres possibilités pour le salarié et pour l'agent. Il y a des éléments particulièrement à prendre en considération pour cela qui vous paraissent fondamentaux concernant cette charge disproportionnée. Quelle est l'appréciation que vous pourriez faire concrètement? Est-ce que vous avez des exemples à nous soumettre? Oui, bah, ça va être de toute façon au cas par cas. Et encore une fois, ça va être par rapport aux aménagements à mettre en place qui vont souvent être préconisés par le médecin du travail. Donc ça, c'est absolument central. Et puis, il peut y avoir aussi un échange entre l'employeur et le médecin de travail, médecin de prévention, pour justement voir ce qui est le plus réalisable pour la personne et la plus efficace possible. Et donc, pour justifier de cette charge disproportionnée, encore une fois, ça va être à regarder la nature de l'aménagement, si c'est quelque chose de très important, si c'est pas réalisable concrètement, si ça va dénaturer complètement le poste. Ça va aussi dépendre, on le disait tout à l'heure, des moyens financiers de l'entreprise. Si c'est une toute petite PME, on ne va pas regarder de la même manière si c'est une multinationale ou une grande administration. Voilà, donc il n'y a pas de définition très précise, c'est vraiment, encore une fois, à regarder au cas par cas par rapport à l'aménagement qui sera préconisé pour l'agent ou pour le salarié. Très bien. Alors, vous vous êtes présenté comme étant le représentant du défenseur des droits, n'est-ce pas? Alors, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au fond, quelles sont les missions et les pouvoirs du défenseur des droits et, bien entendu, de son représentant. Alors, tout d'abord, le défenseur des droits, c'est une autorité indépendante qui est inscrite dans la Constitution. Donc il y a une modification de la Constitution pour y inscrire l'existence de cette autorité indépendante qui a pour mission de défendre les droits et les libertés des personnes. Oui. Donc c'est une modification constitutionnelle qui a fait qu'en 2011,
Cette institution a regroupé 5 anciennes autorités indépendantes qui étaient la HALD, le médiateur de la République, la défenseur des enfants, la CNDS. Donc il y avait 4 anciennes autorités indépendantes qui ont, on va dire, été regroupées, fusionnées, au sein du défenseur des droits, donc qui a maintenant 5 domaines de compétences. Donc c'est de défendre les usagers par rapport aux administrations. C'est lorsque une personne a des difficultés à se faire entendre par une administration, un problème avec les impôts, avec l'école, avec la préfecture, concernant l'eau, l'électricité, le logement par exemple. Donc c'est quand même relativement large. Lorsqu'un usager a des difficultés avec une administration et qui n'arrive pas à se faire entendre. Et ça, c'est important de dire qu'on intervient d'abord dans le cadre de médiation. Dans nos interventions, on va prioriser d'abord le règlement amiable. Et il faut savoir que 80% de nos situations qui nous sont rapportées sont réglées par la voie amiable. Deuxième champ de compétences, donc c'est de défendre, de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant et ses droits. Donc le défenseur des droits est là pour contrôler la mise en place de la Convention internationale des droits de l'enfant en France. Donc lorsque les droits de l'enfant, ces droits fondamentaux ne sont pas respectés, on peut faire appel au défenseur des droits. Alors son rôle, c'est de défendre les droits, mais aussi de les promouvoir. Donc on a des jeunes qui interviennent donc, dans le cadre de services civiques et qui vont aller à la rencontre d'enfants pour les sensibiliser sur leurs droits. C'est une action qui a lieu à La Réunion également. Et puis on en a parlé tout à l'heure, une de ces missions, c'est de lutter contre toute forme de discrimination. Toute personne s'estimant être victime d'une discrimination, mais c'est dans l'emploi, mais c'est aussi lorsque on peut être aussi victime de discrimination lorsqu'on rentre au restaurant ou dans le cadre de l'accès aux soins ou de l'éducation ou des loisirs. Donc on peut saisir le défenseur des droits lorsqu'on estime être victime de discrimination. La saisine est gratuite. N'importe quelle personne qui s'estime être victime, quelque part, dans un de ces domaines de compétences, peut saisir le défenseur des droits de manière gratuite et par le biais de ses délégués. Un autre champ de compétences, le défenseur des droits est aussi chargé de contrôler les comportements des forces de l'ordre, agents de sécurité. Donc la déontologie de la police, de la gendarmerie, agents pénitentiaires, agents de sécurité publique et privée. Lorsqu'il peut y avoir des abus, ça peut exister, utilisation disproportionnée de la force, ou par exemple lorsqu'une personne s'est vue refuser une plainte, lorsqu'on refuse de prendre sa plainte par exemple. Dans ces cas-là, on pourra intervenir, ou lorsqu'il y a eu des propos déplacés. Et puis, dernier champ de compétences, le défenseur des droits, récemment, s'est vu attribuer un autre champ de compétences, c'est orienter et protéger les lanceurs d'alerte. Très bien. Alors, donc je suppose que vous allez développer les moyens de saisine du défenseur des droits. Quels sont ces moyens de saisine que vous pourriez éventuellement nous signaler pour, en tout cas, les auditeurs, de façon à savoir un peu comment se défendre face à des discriminations? Oui, alors, comme on le disait, donc n'importe quelle personne qui s'estime être victime de discrimination peut saisir l'institution. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors par la voie d'un délégué, il faut savoir qu'il y a des agents du défenseur des droits et il y a aussi donc des délégués qui interviennent sur l'ensemble du territoire. Il y en a 6 à La Réunion qui reçoivent le public, encore une fois, dans des permanences, soit dans le cadre des maisons France Service ou des points d'accès au droit, des points justice. Donc ils sont là aussi à l'écoute de la population, au plus proche de la population, au plus proche de leurs difficultés, déjà pour recueillir leur situation, les écouter, les orienter lorsque ce n'est pas du champ de compétences du défenseur des droits, et de traiter donc les réclamations lorsqu'elles rentrent dans le champ de compétences du défenseur des droits, les compétences qu'on a présentées tout à l'heure. Et là, notre mission, c'est déjà d'essayer de trouver des solutions à l'amiable.
hein, essayer de faire en sorte que les conflits vont s'apaiser, de refaire fonctionner un peu le dialogue entre les personnes et les rétablir dans leurs droits. Ça, c'est la mission des délégués. Et puis, lorsque le règlement amiable n'a pas pu aboutir, dans ces cas-là, on va aller sur le terrain de l'enquête, Oui. hein, et donc utiliser les pouvoirs du défenseur des droits qui sont assez étendus, hein, donc c'est-à-dire enquêter, Oui. faire des vérifications sur place, on peut faire aussi des procès-verbaux de constatation de discrimination. On peut présenter des observations devant les juridictions, hein, donc lorsque donc la défenseur des droits, Claire Hédon, parce que c'est elle qui dirige l'institution qui a pris une décision, cette décision comporte des recommandations en vue de faire, par exemple, cesser la pratique discriminatoire, mais aussi on peut accompagner la personne dans le cadre des juridictions, des saisines de juridiction, et présenter des observations devant le tribunal administratif, les conseils des prud'hommes, et puis aussi transmettre au parquet si besoin. Très bien. Là, vous avez évoqué, je reviens un peu sur la saisine directe, mais imaginons qu'une personne, je ne sais même pas s'il y a un âge minimum pour saisir ce défenseur des droits, mais dans l'hypothèse où la personne hésite à saisir elle-même le défenseur des droits, y a-t-il d'autres possibilités de saisine? Alors, les parlementaires peuvent nous saisir, les associations aussi peuvent nous saisir. Alors, le défenseur des droits peut s'auto-saisir également de certaines situations, notamment qui concernent les enfants. Les mineurs aussi peuvent nous saisir et leurs représentants. Oui. Donc, mais dans ces cas-là, lorsqu'on nous rapporte une situation qui peut rentrer dans le domaine de compétence, on va demander d'abord principalement que ce soit la personne qui subit cette discrimination, par exemple, de nous saisir et de venir vers nous. Hein, donc ça c'est important. Très bien. Oui, pardon. Et puis c'est important de dire aussi qu'on intervient, alors ça c'est le volet, on va dire, juridictionnel, oui, lorsqu'on traite d'affaires individuelles. Mais ce qui est très important aussi, c'est de dire qu'on intervient aussi pour des actions de sensibilisation auprès de différents partenaires, hein, auprès des agents publics, des agents privés, des employeurs publics et privés, sur toutes ces notions qu'on a un petit peu développées, sur la question du harcèlement, des discriminations, des missions du défenseur des droits de l'enfant. Donc on fait beaucoup de prévention et d'actions de sensibilisation sur tous ces domaines, parce que c'est vrai que c'est important de défendre les droits des personnes lorsque ces droits ne sont pas respectés, mais c'est aussi important de faire de l'éducation auprès des enfants, et puis de la sensibilisation et de la promotion de ces droits auprès de tout un chacun et de différents publics. Très bien, il nous reste encore un peu de temps. Je voudrais un petit peu approfondir ce que vous m'indiquez sur les pouvoirs d'enquête du défenseur des droits. Mais y a-t-il des moyens contraignants, effectivement, dont vous disposez en tant que défenseur des droits, ou représentant plus exactement du défenseur des droits sur le territoire? Ah oui, alors lorsque la défenseur des droits et ses représentants mènent une enquête, ce sont des pouvoirs d'investigation qui sont très importants, très larges et très importants. Donc on peut mobiliser un certain nombre de pouvoirs d'enquête qui sont tout à fait importants, mais il faut dire que nos enquêtes ne sont pas à charge. Hein, c'est une intervention d'une autorité indépendante qui intervient à charge et à décharge. Hein, donc dans le cadre du principe du contradictoire, ça c'est important. Par contre, lorsqu'on interroge une personne morale ou un individu, on ne peut pas refuser de nous répondre. Donc ça, on ne peut pas nous opposer le secret professionnel ni le secret médical. Oui. Hein, seul le secret défense est opposable au défenseur des droits. Donc ce qui permet non pas de mettre en cause la personne, parce qu'on n'est pas à charge, mais c'est bien d'établir la réalité des faits. Donc c'est d'aider aussi la personne qui est mise en cause à s'expliquer, hein, dans le cadre d'audition par exemple, où on va l'interroger, ou de vérification sur place, mais on ne peut
pas refuser de transmettre des documents ou répondre aux défenseurs des droits. Hein. Donc ça, c'est important. Donc ça, les pouvoirs d'investigation sont très importants. Par contre, nos décisions ne sont pas contraignantes. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de miracle, on ne peut pas contraindre à faire, on ne peut pas faire à la place des mises en cause, mais on va dire que le taux de suivi des recommandations est important en raison justement de l'expertise juridique des juristes hein, et du défenseur des droits. Et donc l'autorité principale de l'institution, elle est tirée justement de à la fois de cette indépendance, parce qu'on ne peut pas nous reprocher d'agir pour l'un ou pour l'autre, et de l'expertise juridique de notre institution et des décisions que l'on rend. Donc, ce qui fait que même si ce n'est pas des décisions contraignantes, ça permet vraiment d'assurer qu'il y ait un très bon retour, notamment devant les tribunaux, ou que lorsqu'on fait des propositions de réforme de la loi. Très bien. Et le testing dont on parle, parfois, vous l'utilisez souvent ou... Alors pas souvent, mais on peut mettre en place effectivement des testings qui seront extrêmement cadrés hein, pour nous. On peut faire aussi des vérifications sur place, donc des agents qui sont assermentés. Oui. Ça nous arrive de venir constater une situation discriminatoire. On le fait justement lorsqu'on va accompagner la personne potentiellement victime qui va se mettre dans une situation de la vie courante et on va assister donc à la situation de discrimination et on va dresser un PV qui servira à établir la réalité des faits. Alors, pour terminer, effectivement, puisque notre échange va bientôt, nous allons bientôt devoir le clore, quelles sont les différentes modalités d'intervention du défenseur des droits ou de son représentant ? Bah écoutez, ces différentes modalités, c'est déjà d'être à l'écoute des personnes, oui. Hein, de pouvoir recevoir toute demande, hein, d'être disponible par rapport aux réclamations, de pouvoir répondre à toute personne qui nous saisit. Alors à La Réunion, il faut savoir que nous recevons un peu plus de entre 1000 et 1200 réclamations par an. Oui. Environ 80% représentent des difficultés qu'ont les usagers avec les services publics. Environ entre 100 et 150 représentent des discriminations qui vont être analysées par les délégués puis par les juristes. Un peu moins concernent les droits de l'enfant. Ça peut être des situations de maltraitance ou de harcèlement, ou par exemple un enfant qui est allergique se voit refuser l'accès à la cantine ou l'accès à l'éducation. Dans ces cas-là, on va intervenir dans le cadre du respect de ses droits et de son intérêt supérieur. Et puis un peu moins, on doit avoir une quinzaine de réclamations par an qui concernent la question de la déontologie de la sécurité et encore un petit peu moins qui concernent les lanceurs d'alerte. Très bien, vous pouvez demander des poursuites disciplinaires au besoin. Et tout à fait. Lorsqu'on constate un manquement, on peut demander des poursuites disciplinaires, tout à fait. Et de ce fait, suggérer peut-être des propositions de réforme de la loi. Absolument, c'est aussi une des compétences du défenseur des droits. Très bien. En tout cas, nous vous remercions hein, d'avoir suivi cette émission et nous donnons rendez-vous aux éditeurs pour une prochaine émission sur ce thème ou un autre thème et peut-être pourquoi pas avec le représentant du défenseur des droits une autre fois.